bien de rester fidèle au programme de SICA TV. C'est l'heure du journal de l'économie. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, l'appui de la Banque mondiale à la Tunisie. Elle lui concède un prêt de 500 millions de dollars. « 30 000 mineurs en grève en Afrique du Sud, à l'origine la non-satisfaction de leurs revendications. Enfin, nous irons à Dakar à la découverte du premier vin sénégalais, un chef-d'œuvre de 2 Français résidant au Sénégal. Et nous commençons par le tour d'horizon de l'actualité économique sur le continent africain, une présentation de Génial Afoula. 500 millions de dollars, c'est la somme que la Banque mondiale envisage de mettre à la disposition de la Tunisie. Objectif, soutenir le pays au niveau des mesures de restructuration des banques publiques et d'allègement des procédures administratives. Cette aide, la 3e du genre, s'inscrit dans le cadre du projet de prêt de l'appui des politiques de développement pour la gouvernance, les opportunités et l'emploi en faveur de la Tunisie. Précisons que le coût de la recapitalisation des 2 principales banques publiques, que sont la Société tunisienne de banque et la Banque de l'Habitat, est estimé à près de 440 millions d'euros. Report de l'émission d'un eurobond de 1,5 milliard de dollars par le Ghana. Initialement prévue pour le 2 octobre, cette émission d'eurobond a été reportée en raison des conditions défavorables sur les marchés. La levée de fonds était censée permettre au pays de refinancer sa dette estimée à 70% du PIB. Rappelons qu'en septembre 2014, le Ghana, confronté à une situation macroéconomique difficile, notamment la chute de la monnaie, la hausse du déficit de la dette et de l'inflation, avait levé 1 milliard de dollars au taux de 8,125%. À Doha, le groupe immobilier marocain a enregistré un recul de moins 11% au premier semestre 2015. En effet, l'endettement de ce groupe marocain a chuté de près de moins 11%. Le promoteur immobilier marocain qui s'est engagé dans un vaste programme de réduction de sa dette a réalisé un bénéfice net en hausse de plus 1%, soit 56,2 millions d'euros. L'année précédente, Doha avait enregistré une chute de moins 40% de son bénéfice. Notons que le plan d'Doha vise à ramener son taux d'endettement à 30% en 2017 contre plus de 80% au début de cette année. Direction maintenant l'Afrique du Sud. Plus de 30 000 mineurs sont en grève depuis dimanche. Ceci suite à l'échec des négociations dans l'industrie du charbon. Le syndicat des mineurs, qui demande une hausse de salaire de 13 à 14%, n'a obtenu que la moitié de ce qu'il réclame alors après 3 mois de négociations. Faire la grève apparaît donc pour les travailleurs comme le seul moyen d'exprimer leur mécontentement. Selon la Chambre professionnelle des mines, l'industrie sud-africaine du charbon emploie au total plus de 90 000 personnes. Sur le continent africain, la question de l'énergie reste une question préoccupante. Seuls 25% de la population africaine ont en effet accès à l'énergie. Les projets ne manquent pas. Cependant, pour renverser la tendance, exemple de l'initiative Énergie pour l'Afrique de l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo, dont l'objectif est de mobiliser une grande coalition afin d'augmenter d'ici à 10 ans le taux d'électrification sur le continent africain. Présent à Dakar, le vice-président de la dite fondation a saisi l'occasion pour parler de l'enjeu pour le continent africain d'avoir accès à l'énergie. Suivons-le au micro de notre correspondant à Dakar, Tchèque Berthe.
Un grand continent comme l'Afrique n'est aujourd'hui que 25% de sa population qui accède à l'énergie est un drame d'humanité. Sans énergie, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de santé. Imaginez une femme qui accouche dans le noir. C'est pas vivable. C'est pas une réalité que le monde du 21e siècle peut accepter. Et effectivement, il faut faire un effort massif parce qu'aujourd'hui, l'énergie, elle est dans les villes et que les populations d'Afrique, elles vont là où il y a l'énergie et qu'elles déséquilibrent aussi le territoire. Il faut donc une énergie qui aille dans le milieu rural, qui aille dans les endroits les plus reculés pour permettre non seulement de vivre, de se former, mais aussi pour permettre l'activité économique. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'entreprise sans énergie. Donc ce sujet de l'accès à l'énergie pour l'Afrique est un sujet majeur pour la croissance, le développement et le bien-être du continent. Et vu de l'Europe, si l'Afrique se développe, si l'Afrique réussit ce pari en quelques années de passer de 25% d'accès à l'énergie à 80 ou 90% d'accès à l'énergie, c'est aussi un formidable partenaire pour l'Europe à un moment où le monde est en concurrence et à un moment où la croissance peut se jouer essentiellement dans le siècle qui vient sur le continent africain. Il y a beaucoup de défis. Personne ne vient ni critiquer ni donner de leçons aux pays d'Afrique. Ce que veut faire Jean-Louis Borloo, c'est par son expertise, peut-être par sa neutralité, aider à faire que les choses s'accélèrent et que ce qui a commencé dans beaucoup de pays, dont ici au Sénégal, qui est assez exemplaire, eh bien, puisse devenir un modèle pour l'ensemble de l'Afrique. Maintenant, à visiter le clos des Baobabs, il s'agit d'un vignoble pas comme les autres qui s'étend sur 1 hectare à peine dans une localité située à environ 60 km au sud-est de Dakar, au Sénégal. Des vignes au milieu des baobabs. C'est le pari osé qu'ont tenté 2 Français sur la petite côte à 70 km au sud de Dakar. Philippe François et François Normand ont acquis 10 hectares de terrain dans cette région touristique. Ils en ont pour le moment planté un à titre expérimental. Si l'absence d'eau est maîtrisée grâce à une irrigation au goutte à goutte, les vignerons doivent apprendre à gérer les 2 vendanges annuelles offertes par le soleil du Sahel et à se protéger contre la convoitise de quelques bandes de singes chapardeurs. La production est pour le moment anecdotique, mais l'objectif à terme est bien la commercialisation. Dès qu'on pourra... qu'on aura les conclusions définitives et qu'on verra la rentabilité, on pourra étendre et effectivement commercialiser. Et puis je pense que c'est également un beau projet pour le Sénégal et pour même toute l'Afrique de l'Ouest, de montrer qu'on peut y faire du vin et en plus certainement du vin de qualité. Œnologue formé à Montpellier, leur ami sénégalais Morsin Diouf leur transmet ses conseils. Il garde lui-même dans un coin de sa tête le projet de créer un vignoble à Saint-Louis, dans le nord du pays, où la température est un peu plus fraîche. Le travail effectué par ses amis l'a bluffé. Vous m'auriez posé la question il y a 2 ans, je me suis dit, Inch'Allah, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, vu le travail extraordinaire que Philippe et François ont accompli ici sur ce vignoble, qui commence à donner du résultat, même si les résultats ne sont pas énormes, je pense que ce projet-là, ça sera aussi intéressant de pouvoir l'expérimenter dans le nord du Sénégal. À quelques dizaines de mètres des vignes, les associés ont déjà repéré un endroit à l'ombre d'un baobab où installer le futur site de dégustation. En attendant, ils ont invité quelques privilégiés à déguster dans un bar à vin de Dakar le tout premier rouge de la production du clos des baobabs. Stop, on goûte. Les premiers commentaires sont encourageants. C'est pas mal épicé, et puis il y a ce côté fruit rouge aussi qu'on ressent. Il a un nez très puissant, très axé sur le fruit rouge et effectivement une dominante cerise. Prochaine vendange en décembre avant une commercialisation à plus grande échelle prévue pour fin 2016. Les demandes des restaurants sont déjà nombreuses. Intéressons-nous maintenant au projet de budget de la Côte d'Ivoire pour l'exercice 2016. C'est avec notre invité du jour et juste après cette petite transition. Une transition qui nous permet donc de retrouver Kazmi Pédiot du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Bonjour Kazmi. Bonjour Inès. Comme je le disais tantôt, nous allons parler du projet de budget de la Côte d'Ivoire pour l'exercice 2016. Un projet qui vient d'être adopté. Quelles sont les grandes lignes ? Il faut dire que pour l'exercice 2016, la Côte d'Ivoire a retenu 5,873 milliards de francs CFA pour le compte de cette année budgétaire, contre
contre 5 196 au cours de l'année 2015, soit une augmentation de 12%. Alors, les grandes lignes de ce budget, il faut dire qu'à 84%, le pays compte mobiliser ces ressources-là à l'interne, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire veut désormais compter à 84% sur ses propres forces avant de tendre la main à l'extérieur. Est-ce possible ça? C'est possible au regard des réformes économiques et surtout de l'engagement financier que ce pays est en train de prendre vis-à-vis de ses partenaires. Alors le pays est en train de marquer de points positifs au niveau du FMI et de la Banque mondiale. Donc mobiliser ces ressources aujourd'hui s'avère une nécessité pour tout le gouvernement. Il faut aussi préciser que c'est le dernier budget que va élaborer le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara. Vous n'êtes pas sans savoir que ce pays organise au cours de ce mois les élections présidentielles et donc est en fin de régime. Donc probablement s'il arrivait que le chef d'État est élu, il va vouloir conduire lui-même ce budget. Au cas contraire, il devra laisser environ 5 880 et quelques milliards de francs CFA à son successeur. 5 873 plus précisément. Mais quelles sont les innovations qu'on note dedans? Ah oui, les innovations, c'est déjà la réhabilitation des infrastructures, tant au niveau de l'éducation qu'au niveau de la santé. Le pays va aujourd'hui droit vers une formation académique beaucoup plus orientée vers les besoins les besoins des PME et des PMI. Voilà un pays qui est en train de comprendre que le système classique a forcément montré ses limites et qu'il faille aujourd'hui renforcer. La Côte d'Ivoire a priorisé aussi le secteur de l'énergie électrique. Aujourd'hui, certes, le pays a une certaine autosuffisance en la matière, mais toujours est-il que l'horizon s'avère un peu prometteur, surtout pour certains pays de l'Afrique de l'Ouest où la Côte d'Ivoire est tenue aujourd'hui d'aller exporter le surplus qu'il aurait produit. Donc, forcément, la Côte d'Ivoire est en train d'envisager renforcer la capacité de production dans le secteur. Et il y a d'autres secteurs, par exemple, comme le secteur routier et aussi le tourisme qui aujourd'hui s'avère nécessaire pour ce pays-là. Kazmik Widja, alors que dire très rapidement de l'économie ivoirienne? Comment est-ce qu'elle s'est comportée en 2015? Alors 2015 a été une année très prolifique pour ce pays, même si sur le plan mondial, on a noté un certain ralentissement au niveau de l'économie des pays émergents et des économies des pays en développement. La Côte d'Ivoire s'est quand même tiré une bonne position au niveau de l'espace, surtout au niveau des partenaires comme le FMI et la Banque mondiale, notamment avec son agriculture. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de revendiquer sa place de premier producteur de noix d'anacarde. Déjà, le pays est premier producteur de cacao sur le plan mondial et donc c'est forcément un pays aujourd'hui qui a compris que rien ne peut se faire dans l'importation et que seule la production locale et surtout la transformation pourra donner un mieux-être. Comme ils ont bien commencé avec le chocolat par exemple. Merci, avec le chocolat et surtout la brasserie de Heineken qui en 2016 est attendue pour commencer par produire. Donc voilà un pays qui franchement est en train de séduire les partenaires techniques et financiers européens, américains et aussi asiatiques. Merci beaucoup Kazmik Widja, ce sera tout pour aujourd'hui. On va se dire à demain. Pour notre pays, certainement. Certainement. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci à vous de votre fidélité. Retrouvez-nous demain avec le même plaisir.